médicaments en cardiologie, ça intéresse beaucoup de monde. Parce que quand on regarde en France le nombre de gens qui prennent des médicaments, que ce soit pour leur tension, que ce soit pour l'angine de poitrine, que ce soit pour des antécédents de phlébite, ce sont des millions de personnes qui sont concernées. Et ça a toujours été comme ça a toujours été une prise de médicaments très importante. J'ai connu la période dans les années 1980, où je passais la spécialité pour devenir cardiologue. J'ai dû apprendre une centaine de médicaments qui étaient prescrits, et en particulier en France, beaucoup de petits laboratoires, quand ils s'installaient, quand ils voulaient grandir, produisaient un médicament pour le cœur, en général en mélangeant 2-3 produits qui avaient un intérêt, mais un intérêt réduit. Et est apparue une révolution dans ces années-là, qui se reconnaît dans ce sigle EBM, c'est l'Evidence-Based Medicine, la médecine fondée sur les preuves. À partir de ce moment-là, pour qu'un médicament soit remboursé, il fallait qu'il démontre son efficacité. Et démontrer son efficacité, ça se fait comment? Ça se fait à travers un essai clinique, en ayant d'un côté 1000 patients, je dis cet exemple-là, c'est un minimum, sous le nouveau médicament, et 1000 patients soit sous un placebo, c'est-à-dire un médicament qui ne sert à rien ou qui n'en est pas un, ou soit un médicament qui a déjà fait ses preuves. Et il fallait que le nouveau médicament démontre son efficacité, sa supériorité par rapport au placebo, et au moins son équivalence par rapport aux médicaments qui existaient déjà. Et à ce moment-là, ça a été un véritable massacre. Les 3/4 des médicaments ont disparu de la pharmacopée parce qu'à ce moment-là, s'ils ne démontraient pas leur efficacité, eh bien, ils étaient supprimés, ils n'étaient plus remboursés. Et quand en France, un médicament n'est pas remboursé, il a beaucoup de difficultés pour subsister. Donc à ce moment-là, les médicaments qui étaient une centaine se sont retrécis comme neige au soleil dans leur nombre, et maintenant, les 2 doigts d'une main sont de trop pour compter les médicaments qui sont effectivement en circulation. Bien sûr, chacun des médicaments est décliné sous différents noms, sous différents dosages, sous différentes associations, donc on se retrouve avec beaucoup de spécialités. Mais en réalité, des médicaments qu'on va évoquer, il y en a très peu. Et dans chaque classe thérapeutique, il n'y a que 2-3 médicaments qui subsistent et qui ont une réussite économique, disons. Alors la deuxième chose qui est importante, c'est que dans cette même période, une deuxième révolution est apparue. C'est la révolution donc des facteurs de risque, dont nous avons déjà parlé. C'est-à-dire qu'on a pris conscience à ce moment-là que donner des médicaments pour soigner une maladie du cœur, c'était intéressant, mais que ça servait à rien de prendre des médicaments pour le cholestérol si on mangeait une motte de beurre à tous les petits déjeuners, si on continuait de fumer 2 paquets de cigarettes, et si on mangeait très salé pendant les repas quand on était hypertendu. Donc ces règles hygiéno-diététiques, petit à petit, ont été formalisées, ont pris de l'importance, et il est bien maintenant acquis par chacun d'entre nous que c'est très bien de prendre des médicaments, mais que l'on doit les prendre dans un contexte d'hygiène de vie et en intégrant ces règles hygiéno-diététiques qui sont indispensables. Mais rappelons-nous qu'il a fallu attendre 1956 pour qu'on prenne en compte ces facteurs de risque à travers l'étude de Framingham et qu'on comprenne que l'hypertension artérielle était un risque pour le cœur, qu'il en était de même pour le cholestérol. Donc nos grands-parents ne le savaient pas. Donc c'est important. Et une troisième révolution est apparue dans le même temps. C'est la révolution des procédures. Et cette révolution des procédures, elle a complètement changé la donne. Il faut savoir, et je l'ai vécu dans mes jeunes années, que lorsqu'on faisait un infarctus du myocarde, on était hospitalisé tout de suite, on vous mettait sous des médicaments pour fluidifier le sang, et on attendait 3 semaines. Et ça passe ou ça casse. 3 semaines après, si l'infarctus du myocarde qui avait détruit une petite partie ou une grosse partie du cœur, donc vous avez laissé en vie, tant mieux, vous restiez, vous surviviez avec des séquelles. Et c'était comme ça que ça se passait. Et puis, il y a eu un homme qui était suisse, qui s'appelait Grünzig, qui en 1980 a fait des expériences. C'était un radiologue et son rôle, c'était de faire des radiographies des artères. Et un beau jour, il faisait des radiographies des artères, il montrait les lésions, il en a eu marre de voir les lésions, et il voyait les plaques qui étaient dans les artères. Il a eu l'idée, voyant une plaque qui bouchait l'artère, de monter un ballonnet pour écraser la plaque et faire le chemin et laisser passer le sang qui était bloqué. Et ça a été une révolution. Alors on a pris pour un fou, parce qu'on a dit il va faire exploser l'artère. Eh bien non, il ne faisait pas exploser l'artère, il avait calculé sa pression,
il écrasait la plaque, qui souvent est molle, mais calcaire, et ça marchait. Ça permettait au sang de passer à travers, et le tissu qui était irrigué par cette artère reprenait vie. Et quand il s'agit du coronaire qui irrigue le cœur, ça changeait la donne. Donc on traitait la cause, c'était quelque chose de nouveau, et c'est ce qui se passe maintenant systématiquement. Vous avez une douleur thoracique, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le 15, et dans ce cas précis, quand le 15, maintenant les régulateurs sont formés, quand on leur annonce cette douleur thoracique, ils vous envoient le SAMU. Que va faire le SAMU? Il va tout de suite faire un électrocardiogramme qui va permettre le diagnostic, et tout de suite on va déboucher l'artère, c'est-à-dire qu'on va empêcher l'infarctus du myocarde. Et ça a complètement complètement changé la donne en santé publique. Maintenant, le nombre d'infarctus létaux a baissé de manière drastique grâce à cette attitude qui traite la cause. On ne subit plus la maladie. Donc ces procédures se sont élargies de plus en plus. Maintenant, on dilate les coronaires, on dilate les artères des jambes, et on ne dilate pas, mais on traite les sorties des vaisseaux, en particulier le cœur, en faisant des tavis. Donc les choses ont changé de manière tout à fait importante. Donc ces trois éléments s'appuient, c'est un trépied sur lequel s'appuie la thérapeutique. Le traitement maintenant en cardiologie, ce n'est plus seulement les médicaments comme c'était il y a 30 ans, c'est l'application de règles hygiéno-diététiques, c'est l'application des médicaments et c'est l'application des procédures. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir. La deuxième chose importante dans cette thérapeutique, c'est d'identifier le pourquoi. Qu'est-ce qu'on va traiter en cardiologie? Quels sont les objectifs des médicaments? Alors il y a des pathologies qui ne sont pas tellement du domaine des médicaments, elles sont du domaine de la chirurgie. Quand une valve cardiaque est malade, eh bien, on va faire un traitement médical pour permettre d'aménager les symptômes, mais dans la réalité des cas, on va souvent devoir changer la valve, et c'est une opération chirurgicale qui est au bout de l'affaire, ou une procédure, quelque part. Donc, les autres situations dans lesquelles il va falloir des médicaments, quelque part, en cardiologie, c'est d'abord, par ordre de fréquence, ce qu'on appelle la maladie athéromateuse. Cette fameuse maladie athéromateuse, c'est l'existence de cette fameuse plaque qui bouche les artères. La cardiologie, c'est d'abord un problème de tuyauterie, et singulièrement de tuyauterie qui se bouche. Puisque la circulation sanguine, qu'est-ce que c'est? C'est la circulation du sang qui doit avancer pour apporter en permanence aux tissus l'oxygène dont ils ont besoin. Donc la cardiologie, c'est d'abord cette plaque-là, et on l'a vu, c'est Grünzig qui a eu l'idée, le premier, donc d'écraser la plaque, et on voit que dans l'urgence, c'est la procédure. Et après, on verra que c'est d'écraser cette plaque et de maintenir la voie libre qui constitue l'apport des médicaments après celui de la procédure. La deuxième chose qui est importante, en dehors de la plaque elle-même, c'est la thrombose. La thrombose, ça concerne à la fois la plaque, mais ça concerne l'afflux de plaquettes sur une plaque ou dans une veine qui vient boucher soit la veine, soit l'artère. Et ça va donner soit un caillot qui va partir dans le cerveau, souvent, qui peut partir aussi dans le poumon quand le caillot il part d'une phlébite au niveau des membres inférieurs. Donc la thrombose va constituer la deuxième cible thérapeutique, en particulier des médicaments. La troisième cible qui est liée avec elle, c'est l'insuffisance cardiaque. Le cœur, c'est une pompe qui fait avancer le sang, et son dysfonctionnement fait que le sang n'avance plus, il stagne, et il va falloir décharger la charrette, quelque part, ce cœur qui ne pousse plus, qui a du mal à... Il va falloir l'aider, et on va voir comment on va l'aider, avec quels médicaments. Et on va voir que les médicaments qui agissent souvent pour l'insuffisance cardiaque, ils sont utilisés également dans le cadre de l'hypertension artérielle. La dernière pathologie que je vais évoquer, ce sont les troubles du rythme. Ce cœur qui est fatigué, un beau jour, il peut se mettre à battre la chamade, il perd son efficacité, et on va voir qu'il peut fabriquer du caillot, comme en fabriquer également la plaque d'athérome. Donc, ce sont ces situations dans lesquelles les médicaments vont être par ordre de fréquence efficaces. Quels sont les médicaments qui vont être utilisés? Eh bien, vous voyez, on va évoquer les classes thérapeutiques actuelles, et en sachant, en donnant les quelques exemples pour chacune de ces classes thérapeutiques des médicaments qui sont utilisés. Il y a certaines classes thérapeutiques
Il y a de nombreux médicaments qui existent encore, mais je vois par exemple pour certains, je donne l'exemple des anticoagulants, il y a un médicament qui a grosso modo 80% des prescriptions, un autre qui a 17% des prescriptions, et l'autre qui lui reste 2 à 3%. Donc on va voir qu'en France, il y a quelques médicaments qui, dans chaque classe thérapeutique, ont pris le marché parce qu'ils sont, dans le rapport efficacité-tolérance et coût, les meilleurs. La première classe thérapeutique qui nous intéresse en cardiologie, c'est ce qu'on appelle les anti-agrégants plaquettaires. Les anti-agrégants plaquettaires, pourquoi? Parce que vous voyez la plaque là qui est là. Elle bouche l'artère et en réalité, le phénomène important, c'est pas tellement cette plaque qui est bouchée par l'augmentation de volume de la plaque. En réalité, c'est un phénomène qui se produit, qui est un accident qu'on appelle la fracture de plaque. Ces plaques, c'est pas des choses qui sont très homogènes, c'est des choses qui sont comme les croûtes qu'on a quelquefois sur la peau, et ces croûtes qu'on va gratter et qui vont se mettre à saignoter. Que fait l'organisme pour éviter que ça saignote? Il va mettre des plaquettes. Des plaquettes, ce sont des petits éléments figurés du sang, qui sont comme les globules blancs, comme les globules rouges, mais plus petits, et qui viennent s'agréger pour essayer de bloquer complètement cette fracture de plaque. Et en s'agrégeant, ils vont constituer un caillot, et ce caillot va empêcher le sang de passer. Eh bien, c'est ce phénomène-là qui est le phénomène de l'infarctus du myocarde. C'est lors d'une fracture de plaque, d'une petite plaque souvent qui ne fait que 20 à 30%, mais qui est molle, qui est irrégulière, que l'afflux des plaquettes donc va boucher brutalement l'artère et qu'on va se retrouver avec une douleur thoracique, on va se retrouver avec un infarctus. Donc l'objectif, ça va être de dissoudre la plaque dans l'urgence. Je ne l'évoquerai pas, c'est l'affaire des urgentistes. Ce qui est intéressant, c'est quand on a traité quelqu'un, ou qui est quelqu'un très à risque, c'est d'éviter cette agrégation plaquettaire. En évident, donc, pour éviter cette agrégation plaquettaire, on va donner des anti-agrégants plaquettaires. Et quel est le médicament souverain, le médicament qui est prescrit systématiquement, universellement en cardiologie? C'est l'aspirine. L'aspirine, la petite aspirine qu'autrefois on donnait pour les migraines et qui a beaucoup perdu de sa superbe dans cette indication, cette aspirine, elle est donnée là, non pas à la dose adulte, elle est donnée à la dose nourrisson. Un comprimé d'aspirine, usine du Rhône, qu'on donnait autrefois pour la migraine, ça fait un demi-gramme, 500 mg. Et là, on va donner 75 mg, un huitième de comprimé d'aspirine. Et il n'y a aucune vertu pour les douleurs. Il n'y a aucune vertu pour le mal de tête, aucune vertu pour la fièvre. Il y a simplement une vertu, c'est de diminuer grosso modo de 30% le risque d'agrégation plaquettaire. Donc, ce n'est que 30%, me direz-vous, ce n'est pas la panacée. Mais déjà diminuer un risque qui touche des dizaines et des centaines de milliers de gens de 30%, c'est déjà un apport du point de vue thérapeutique extraordinaire. Donc l'aspirine, acide acétylsalicylique, est réellement donc le premier médicament en cardiologie. Acide acétylsalicylique. Donc c'est merveilleux. C'est un produit merveilleux qui marche très bien. Et pourquoi on ne le prescrit pas à tout le monde pour éviter cette affaire-là? Parce qu'il y a toujours un défaut, en diminuant l'agrégation plaquettaire, on augmente le risque hémorragique. Et en augmentant le risque hémorragique, il faut toujours mettre dans la balance les avantages et les inconvénients. En augmentant le risque hémorragique, on fait prendre des risques à des gens qui ne sont pas malades. Donc il y a eu des études, toujours en evidence-based medicine, pour savoir s'il fallait prescrire ce médicament plus largement. En particulier chez les infirmières anglaises. Et on s'est aperçu que les infirmières anglaises qui avaient des règles, avaient un risque hémorragique qui était supérieur aux bénéfices qu'elles pouvaient en tirer. Donc en prévention primaire, monsieur tout le monde, on ne donne pas l'aspirine. Par contre, chez les gens qui ont des facteurs de risque, qui sont des hommes vieillissants, la prescription systématique de l'aspirine trouve un intérêt certain parce que la balance entre le risque et le bénéfice devient intéressante. Et il y a une situation qui n'est pas suffisante, où l'aspirine n'est pas suffisante, c'est quand, comme le faisait Grünzig, on a débouché l'artère. Comment on débouche l'artère? Eh bien, on va venir avec le ballon et on va écraser cette plaque. On écrase la plaque, tout ça est très bien, et on va mettre un ressort, ce qu'on appelle les stents. Vous avez entendu parler des stents. Pourquoi on met un stent? Ça veut dire ressort. Parce que on se retrouve, on avait une plaque. On avait en plus les plaquettes. On a écrasé la plaque
sur l'artère. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une cicatrice. Tout le monde cicatrice. Et cette cicatrice, elle a une particularité, c'est qu'elle est hypertrophique. C'est-à-dire que ça a tendance, c'est pas la plaque qui revient, il y a un épaississement qui se produit et qui revient reboucher la plaque. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Un phénomène mécanique. On élargit l'artère, on part de plus loin et le ressort, le stent, dilate à cet endroit-là l'artère. On ne peut pas empêcher la cicatrisation avec simplement un ressort, mais on élargit et on part de plus loin. Ça a été un apport. Maintenant, on met systématiquement, après avoir dilaté, pour faire face à ce champ de bataille, on met un stent. Et on veut encore faire mieux maintenant. On met ce qu'on appelle un stent actif. Et le stent actif, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un produit pour empêcher la cicatrisation. C'est un produit qu'on donne, qui ressemble au produit qu'on donne pour le cancer, pour empêcher la prolifération cellulaire. Et en mettant ce produit, vous imaginez localement ce qui se passe. C'est quelque chose qui est très perturbé. Donc l'aspirine, pour empêcher la formation de caillots qui se formaient pour bien moins que ça, il va falloir associer les produits. Alors, on donne d'autres antiagrégants plaquettaires. On donne un produit qui s'appelle le clopidogrel. Le clopidogrel, c'est un produit donc qui est une superaspirine, si vous voulez. Et cette superaspirine, associée à l'aspirine, qu'on doit donner dès qu'on a fait une procédure sur l'artère, donc elle diminue le risque, là aussi, de 30, 40, 50%. Et ce risque qui faisait que, grosso modo, 50% des gens se retrouvent avec des problématiques de la cicatrisation, il n'y en a plus que 10 à 15%. Donc, ça s'appelle donc le clopidogrel. Alors, le problème du clopidogrel, que tous les patients qui ont eu une angioplastie suivent pendant un an, c'est que maintenant, il s'est passé dans le domaine public et que les laboratoires ont sorti du super clopidogrel. Et ce qui s'appelle le tigragrétol. Et ce produit-là, donc, qui est encore plus efficace maintenant, c'est celui que l'on prescrit. Et arrêter ce produit quand on vient d'avoir une angioplastie, c'est prendre un risque vital. Parce que le risque, là, grosso modo, de caillots sur ces champs de bataille, c'est une vraie problématique. Donc tout ça marche très bien, mais vous le voyez, on est avec une problématique spécifique. Ces produits sont indispensables chez les cardiaques qui ont des plaques, indispensables, mais c'est très spécifique. Il y a deux situations où ça ne suffit pas. La première situation, c'est la situation de la phlébite. Qu'est-ce que c'est que la phlébite? C'est un caillot qui se forme non pas dans les artères, mais dans les veines. Et pas n'importe quelle veine. C'est essentiellement les veines des jambes. Les veines des jambes quand on est immobile. On est immobile quand? On est immobile quand on a eu un traumatisme, qu'on a la jambe cassée. On est immobile quand on ne peut plus marcher, qu'on est paralysé. On est immobile quand on est enceinte et qu'on a une grossesse qui est difficile. Quand on a un cancer. Dans toutes ces situations, on ne bouge plus. Et quand on ne bouge plus, le sang a tendance à stagner. Et où est-ce qu'il stagne? Il stagne dans la partie distale. Et pourquoi il stagne dans la partie distale? Parce que la pression du cœur qui s'exerce dans les artères et qui pulse, qui fait avancer le sang, elle n'existe pas là. Comment le sang circule? Il circule quand on marche. Parce qu'au niveau des pieds, il y a un coussinet plantaire, et quand on appuie sur le coussinet plantaire, on fait gicler le sang qui remonte et qui circule. Et quand on est immobile, il ne circule plus. Et on a chez des gens, donc, la possibilité d'avoir des caillots qui vont se former au niveau des jambes. La deuxième situation où les antiagrégants ne suffisent plus, c'est quand il y a un caillot qui se forme dans le cœur. Et il se forme où? Il se forme dans l'oreillette. Et il se forme dans l'oreillette. Pourquoi? Parce que le cœur s'est mis à battre la chamade. C'est ce qu'on appelle l'arythmie complète. Et ça concerne, chez les gens de 80 ans, 15% de la population qui est en arythmie complète. Et le risque donc, de l'arythmie complète, c'est que le caillot, il parte par l'aorte, et puis il monte au cerveau et provoque un accident vasculaire cérébral. Là aussi, ce phénomène concerne grosso modo 20% des accidents vasculaires cérébraux, mais il y en a 170 000 par an d'accidents vasculaires cérébraux. C'est considérable. Donc, il faut absolument lutter contre cette formation de caillots, que ce soit au niveau des veines, des jambes, que ce soit au niveau de l'oreillette et du cœur. C'est le même phénomène et c'est les mêmes médicaments qui sont concernés. Ce ne sont plus les antiagrégants plaquettaires, ce sont les anticoagulants. Les anticoagulants, c'est beaucoup plus complexe. Ça ne joue pas simplement sur les plaquettes,
ça joue contre toute la chaîne de coagulation qui est très complexe. La chaîne de coagulation, pour que le sang coagule effectivement et forme un caillot, il y a la succession de plusieurs facteurs, je dirais, de la coagulation. Les plus connus, ce sont ce qu'on appelle les facteurs anti-hémophiliques. Et les facteurs anti-hémophiliques, quand on en manque, c'est l'hémophilie. Et l'hémophilie, ça nous rappelle l'histoire, ça nous rappelle le fils du tsar, qui était victime donc d'hémorragie. Et on faisait appel à ce fameux Raspoutine pour soigner, et de là est venue la révolution russe. Donc tous ces facteurs anti-hémophiliques, ils sont mis en branle, et c'est eux qui vont favoriser la coagulation, et contre eux qu'il faut lutter. Alors on a découvert, donc, dans l'urgence, je n'évoquerai pas les piqûres d'héparine, on fait des piqûres et qui permettent de neutraliser la coagulation et d'empêcher, quand vous êtes opéré, quand vous êtes hospitalisé, de faire une phlébite. Tous les hospitalisés qui viennent d'être opérés, dans les suites opératoires, on leur fait des piqûres pendant plusieurs jours. Mais ceux qui ont une phlébite, ceux qui ont de l'arythmie, il ne va pas falloir quelques jours d'anticoagulants, il va falloir des mois, des années, et peut-être à perpétuité de prendre ces anticoagulants. Et qu'est-ce qu'on prend? On prend des produits qui sont des dérivés très particuliers, qui au départ ne sont pas prévus pour la thérapeutique humaine, ce sont des produits qui sont prévus pour tuer les rats. C'est tuer les rats. Pourquoi on utilise ces produits pour tuer les rats? Parce qu'ils mettent 72 heures pour agir, pour neutraliser la chaîne de coagulation. Et les rats, qui sont des animaux intelligents, quand on leur met de la mort au rat, ils envoient un des leurs pour regarder les choses, ils regardent si l'autre goûte la mort au rat et meurt tout de suite, les autres n'y touchent pas. Donc on a eu l'idée d'utiliser ces produits, les rats ne faisant pas le rapport entre la consommation du produit, de l'appât contaminé, avec le syndrome hémorragique. Simplement, les hommes n'étant pas des rats, il faut qu'on contrôle, pour ne pas avoir les hémorragies, il faut qu'on contrôle l'action de ces produits. Comment on le contrôle? On donne ces produits anticoagulants et on fait le contrôle de la coagulation, la fluidité du sang. Et on a un test qui est important pour ça, c'est ce qu'on appelle l'INR, International Normalized Ratio. Ça veut dire qu'on va, avec des tests, voir la fluidité du sang. Alors, c'est une image, c'est pas comme ça, mais si on compare avec le temps de saignement, quelqu'un qui est normal, qu'on va couper, il va saigner pendant 1 minute. Par analogie, on va dire qu'il a un INR à 1 minute. S'il a un INR à 2, il va saigner 2 minutes. S'il a un INR à 3, il va saigner 3 minutes. S'il a un INR à 10, il est mort. Parce qu'il va saigner, il va se vider de son sang. Donc tout le problème, c'est de rester avec un sang fluide, avec un INR entre 2 et 3. On a le sang qui est fluide et on est vivant. Alors, donc, on contrôle l'INR et ses anticoagulants, donc, qui sont connus, qui sont des produits qui sont maintenant comme la coumadine, comme le Syntron, comme le Préviscan. Ce sont des produits qui sont contrôlés, qui sont très prescrits. Le problème, c'est un petit peu comme le clopidogrel. Maintenant, ils sont passés dans le domaine public et les laboratoires développent des nouveaux anticoagulants comme Rivaroxaban, l'Apixaban, et ces produits qui sont des produits nouveaux, donc ne nécessitent pas la prescription d'INR, mais ils posent problème. Ils posent problème parce que chez les gens âgés, si le rein ne fonctionne pas parfaitement, il peut y avoir des accumulations du produit dans l'organisme. Donc les anticoagulants, c'est la deuxième classe thérapeutique. C'est une classe thérapeutique qui pose problème parce que c'est celle qui donne le plus d'accidents médicamenteux du fait des hémorragies. Donc il faut se méfier de ces produits. Donc vous voyez, on parle de cardiologie, on parle de médicaments. Pour l'instant, je n'ai pas touché au cœur, je reste dans le sang et je reste dans la fluidité du sang parce que l'athérome et la thrombose sont bien les deux premières cibles de la thérapeutique cardiovasculaire. La troisième classe thérapeutique qui nous intéresse, là ne va pas toucher également au sang, va toucher au liquide, c'est des médicaments qui vont agir sur le rein et qui vont permettre donc d'augmenter la diurèse, de diminuer le volume circulant et par ce biais de diminuer le travail du cœur. Donc la première cible des diurétiques, c'est la suffisance cardiaque. La deuxième cible des diurétiques, c'est l'hypertension artérielle.
Donc, ces deux problématiques donc, sont soignées par deux médicaments. Grosso modo, bon, il reste une cinquantaine de diurétiques qui existent dans la pharmacopée, mais il y en a deux qui occupent la 80% du marché. Le premier, c'est le furosémide, c'est le Lasix. Et ce Lasix, c'est un produit extraordinaire. C'est un produit extraordinaire parce que le comprimé de Lasix qui est prescrit, il fait 40 mg de produit. Il y a du Lasix faible qui fait 20 mg. Et puis il y a du Lasix fort qui fait 500 mg. Et selon la capacité du rein, on va pouvoir donner aux gens qui sont un peu fragiles 20 mg et aux gens qui sont insuffisants rénaux, pour forcer la diurèse, pour forcer d'obliger à uriner, on va augmenter la posologie et on va aller jusqu'à 500 mg. Donc il y a une grande latitude du point de vue des doses. Ce sont des médicaments qui, de ce point de vue, sont remarquablement efficaces. La deuxième chose, c'est que l'efficacité du Lasix est quasi miraculeuse. L'efficacité du Lasix, quand on l'injecte avec une piqûre, tout de suite, dans les 5 minutes, vous allez avoir la diurèse qui est prononcée. Moi, j'ai souvenir d'une expérience quand je faisais du SAMU autrefois, c'est d'arriver chez un monsieur qui était en train d'étouffer, qui faisait un œdème aigu du poumon, qui était assis, tout bleu, en train d'étouffer. Et lui injecter une ampoule de Lasix dans la veine, et 5 minutes après, lui, il va faire pipi, et c'est lui qui nous ouvre la porte pour partir. Donc, c'était quasiment, on avait l'impression d'avoir une baguette magique et de sauver quelqu'un. Donc, c'est un produit extraordinaire, mais un peu violent. Parce qu'on va vraiment faire, quand on vous fait une piqûre de Lasix, il faut aller vite aux toilettes pour faire pipi, mais ça permet au cœur d'être déchargé et tout de suite de retrouver ses capacités, au poumon qui est derrière le cœur, qui était rempli d'eau, de se retrouver, de pouvoir respirer à nouveau. Deuxième diurétique qui existe, c'est ce qu'on appelle l'hydrochlorothiazide. Alors il est beaucoup plus doux, c'est ce qu'on appelle un diurétique thiazidique. Et ce produit est remarquable, mais il est beaucoup plus doux et simplement il est beaucoup plus utilisé pour l'hypertension artérielle. C'est-à-dire qu'il va décharger la charrette, mais en douceur, et en diminuant le volume circulant, il diminue la pression qui s'exerce dans les vaisseaux et diminue la tension artérielle. Donc, ce sont des médicaments très prescrits. L'hydrochlorothiazide est le diurétique le plus prescrit dans le monde, parce que là aussi, son coût est extrêmement faible. La classe thérapeutique suivante, c'est la première classe thérapeutique, je dirais, des médicaments en cardiologie, qui s'adresse directement au cœur. Alors, il s'adresse au cœur de quelle manière? Le cœur est sous l'influence d'hormones qui vont l'accélérer, qui vont le ralentir, et de nerfs. Il y a une hormone qui est sécrétée par ce qu'on appelle la surrénale. Surrénale, c'est une glande qui est sur le rein. Et cette surrénale, elle sécrète deux hormones. Elle sécrète la cortisone et elle sécrète l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Quand on a un stress, la surrénale se met à frétiller et sécrète l'adrénaline qui circule dans le sang et qui va agir en se posant sur des récepteurs. Ces récepteurs, il y en a dans tout l'organisme. Il y en a en particulier sur le système cardiovasculaire, et on les appelle les récepteurs bêta. C'est comme ça, par définition. Et si ces récepteurs bêta donc sont libres, l'adrénaline, en se posant sur eux, comme un avion se ferait sur un aéroport, l'action se déclenche. Et l'action, ça va être une accélération de la fréquence cardiaque, ça va être une vasoconstriction, une augmentation donc, de la tension artérielle. C'est très bien. C'est très bien si on a un fusilier marin commando en activité. C'est l'hormone du stress. Mais si on a un cardiaque qui a le cœur un peu fragile, c'est pas bien du tout. Donc, il va falloir donc agir à ce niveau-là. Alors, on agit comment? En injectant donc des produits qui vont bloquer les récepteurs. C'est pour ça qu'on les appelle les bêta-bloquants, qui bloquent les récepteurs bêta de l'adrénaline. Et alors, c'est intéressant parce que ces produits donc bloquent au prorata de la dose le nombre de récepteurs dont on a envie. Alors, on peut donner des toutes petites doses, ça suffit pour juste ralentir le cœur, permettre un meilleur remplissage, et ça permet donc à l'insuffisant cardiaque d'avoir plus de temps à chaque contraction pour éjecter le sang. On peut en donner une petite dose supplémentaire, et ça va être très efficace pour les gens qui ont des extrasystoles, des battements prématurés du cœur, et ça peut justement être suffisant pour diminuer l'excitabilité du cœur. On peut donner encore un peu plus, et ça va être intéressant pour les gens qui ont de l'hypertension artérielle, ça va faire baisser leur tension artérielle.
Donc, il y a une grande latitude d'efficacité, d'indication des bêta-bloquants. C'est un peu le couteau suisse de la cardiologie. Ces bêta-bloquants, ils ont été inventés en 1960. Donc, on se retrouve à fêter leurs 60 ans. Et ils ont franchi toutes les étapes et petit à petit se sont imposés dans chacune des classes thérapeutiques, que ce soit l'hypertension, que ce soit l'arythmologie, que ce soit l'insuffisance cardiaque. Ils s'imposent et les autres produits qui existent dans chacune des classes, bien souvent, ils ne montrent pas plus d'efficacité et en tout cas, ils montrent souvent une plus mauvaise tolérance que les bêta-bloquants. Donc, les bêta-bloquants, ce sont des éléments indispensables donc, de la prescription cardiologique. Alors, moi, j'en utilise toujours un seul. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui sont sur le marché. Moi, j'utilise le bisoprolol. Et l'intérêt de ce bisoprolol, c'est qu'il y a des comprimés de 1 mg 25, de 2,50, de 3,75, de 5 mg et de 10 mg. Donc, on a tout le panel et pour chaque indication, on peut prescrire l'un ou l'autre. La classe suivante, ce sont ce qu'on appelle les statines. Et on revient à les statines, ce sont ces médicaments pour le cholestérol. Nous en parlions dans les facteurs de risque. Ils diminuent le taux de cholestérol, donc ils diminuent la genèse de la plaque, en particulier en agissant sur le LDL cholestérol. Et quelle est l'action que l'on peut avoir en dehors de faire baisser le cholestérol? Quel est l'intérêt de ces médicaments? L'intérêt de ces médicaments, c'est d'être un petit peu comme du papier de verre qui va lisser la plaque. Ils ont une action donc angiogénique directe au niveau de la fabrication de la plaque et ils diminuent le risque de fracture de plaque. Donc quand on a le malheur d'avoir une maladie athéromateuse, que l'on est câblé génétiquement et du fait des facteurs de risque dans la genèse de ces plaques, la prise de statine diminue le taux de cholestérol et diminue la fabrication de ces plaques et en particulier les anfractuosités. Donc elle s'impose dans la maladie athéromateuse comme un élément indispensable. Et là aussi, au fil du temps, ça s'est imposé. Alors j'en arrive à la dernière classe thérapeutique qui nous intéresse, c'est les antiarythmiques. Les antiarythmiques, c'est ces médicaments qui vont jouer à la fois contre l'arythmie complète, génératrice de thrombose, contre les extrasystoles, contre les tachycardies. Tous ces médicaments, pendant longtemps, ont été des médicaments qui dérivaient de la quinine. Alors ce sont des médicaments avec la différence donc des bêta-bloquants, à la différence du Lasix, avec une marge de manœuvre beaucoup plus étroite et avec des risques de toxicité, des risques d'intolérance. Et la plupart du temps, donc ces médicaments, petit à petit, sont passés à la trappe parce que les médecins ont peur de prescrire des médicaments pour lesquels le rapport risque-bénéfice n'est pas favorable. Donc, malheureusement, ils sont passés à la trappe. Alors, on reste deux médicaments qu'il faut citer parce qu'il reste une importance. Le premier, c'est la flécaïne. La flécaïne est un très bon antiarythmique qui est donné pour les extrasystoles, pour les troubles du rythme, dans la prévention des troubles du rythme. Mais, il est interdit quand il y a une maladie athéromateuse qui est importante, ou quelqu'un qui a de l'angine de poitrine, ou quelqu'un qui a fait un infarctus. Parce que là, malheureusement, alors que c'est fait pour traiter les troubles du rythme, ça va plutôt induire des troubles du rythme. Donc, ça ne se prescrit pas comme ça. On voit que tous ces médicaments, il faut poser. Puis après, il y a l'histoire de médicaments extraordinaires. Le médicament extraordinaire, et ça montre la thérapeutique, le caractère passionnant de la thérapeutique. Un médicament qui a été inventé en 1961. Et ce médicament, inventé en 1961, donc il était donné pour les gens qui avaient de l'angine de poitrine, donc qui avaient les artères bouchées. Mais c'est une époque où on ne débouchait pas les artères. Donc ça aboutissait toujours à la fin de la fin à un infarctus du myocarde et à la mort du patient. Simplement, ce médicament, c'était comme un super bêta-bloquant, il ralentissait le cœur. Donc, comme ça, les gens ne souffraient pas, n'avaient pas l'angine de poitrine. Donc c'était comme donner quelque chose pour traiter la fièvre à quelqu'un qui a une infection. C'était un peu ça l'histoire. Et un beau jour, on a débouché les artères et l'intérêt de ce médicament a disparu, a fondu comme neige au soleil. Et on s'est aperçu en réalité qu'il ralentissait le cœur, mais qu'il avait les vertus des bêta-bloquants, donc il diminuait les troubles du rythme, mais de manière massive et de manière très importante. Et ce médicament est revenu sur le marché, et ce médicament, c'est la cordarone. La cordarone, c'est un produit
donc pour lesquels l'indication initiale n'est plus retenue. On ne veut pas ralentir le cœur avec de la cordarone. Par contre, pour prévenir des troubles du rythme, pour les traiter, la cordarone, c'est souverain. Or, la cordarone a un problème. C'est un produit qui est à base d'iode. Et l'iode va dans la thyroïde. Et beaucoup de patients qui sont traités de manière chronique par la cordarone vont avoir des problèmes avec leur thyroïde. Alors quand la thyroïde dysfonctionne et qu'on est hypothyroïdien, c'est pas grave, parce que ça ralentit le cœur. Mais quand la thyroïde se met à battre au contraire la chamade et on se retrouve en hyperthyroïdie, ça accélère le cœur, c'est pas bon pour le cardiaque. Donc on se retrouve là aussi avec un dilemme. Alors les laboratoires ont essayé de fabriquer de la cordarone sans iode. Et ils ont dépensé des sommes extraordinaires et ils ont sorti un produit. Simplement le produit, moi je ne le prescris jamais. Pourquoi? Parce qu'il donne des hépatites. Alors il vaut mieux avoir des problèmes de thyroïde que des hépatites, c'est plus difficile à traiter. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec ce produit, qui maintenant est prescrit avec prudence, mais qui est un produit complexe, ce qui est au cœur de la cardiologie. Au début, il était complètement tombé en désuétude et il est revenu au premier plan. Il y a un autre produit qui était à l'époque le produit de la cardiologie. C'était le médicament qui, quand on évoquait un cardiologue, on évoquait ce produit. Ce produit, c'est la digitaline. La digitaline, c'est le produit de l'insuffisance cardiaque. Si, quand je passais les examens à l'époque, j'avais pas mis digitaline en numéro 1 pour l'insuffisance cardiaque, on était collé, on avait 0, c'est terminé. Maintenant, c'est complètement passé à la trappe. Qu'est-ce que c'est que la digitaline? C'est un extrait d'une plante, la digitale pourpré, qu'on trouve dans nos prés, c'est le cas de le dire. Et c'est un poison qui était très utilisé. Et Agrippine a tué l'empereur Claude avec de la digitaline. Et la digitaline, à la différence du Lasix, c'est un produit qui a une marge thérapeutique très faible. Il faut prescrire la digitaline, on prenait des gouttes, et la digitaline, il faut avoir 0,9 nanogrammes par millilitre dans le sang pour être efficace. Et si on a 1,2 nanogrammes par millilitre, on est malade. Donc il faut bien doser, il faut bien ajuster le tir. Et c'est très dépendant pour la digitaline de la fonction du foie et pour la digoxine, qui est un dérivé de la digitaline, de la fonction du rein. Donc maintenant la digitaline telle qu'elle est supprimée, reste la digoxine parce que c'est plus facile de doser dans le rein, et si on la prescrit une fois par an pour ralentir le cœur, c'est vraiment un maximum maintenant. Donc c'était le médicament majeur, et il a disparu parce que le rapport, là aussi, efficacité-tolérance n'est pas favorable. Et les derniers médicaments que je vais évoquer, qui sont toujours présents, là aussi qui sont d'une part importante de la thérapeutique cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle les dérivés nitrés. C'est la trinitrine. La trinitrine, ça évoque bien, c'est que c'est un dérivé de la nitroglycérine quelque part, et c'est un médicament qui a une particularité, c'est qu'il dilate les veines. Et en dilatant les veines, il diminue le travail du cœur. En diminuant le travail du cœur, comme le faisait la cordarone en diminuant la fréquence, quand on a de l'angine de poitrine, le cœur, si on diminue son travail, demande moins d'oxygène, donc ça fait passer la crise d'angine de poitrine. Mais ça ne traite pas du tout la cause. Là aussi, c'est le même principe. Alors à l'époque, quand on ne débouchait pas les artères, les gens qui avaient de l'angine de poitrine, on disait « prenez votre trinitrine ». Alors c'était des petites degrés de trinitrine, la leuf, on mettait ça sous la langue et ça permettait de faire passer la crise jusqu'à l'aggravation du cas et au décès du patient. Alors maintenant qu'on débouche, la place de la trinitrine, là aussi, simple produit pour faire baisser la fièvre quand on a une infection, est passée au second plan. Mais elle persiste. Elle persiste parce que des fois on n'arrive pas à déboucher toutes les artères, on arrange bien les choses, mais il y a des gens qui continuent de souffrir. Il reste de la trinitrine, et c'est amusant de voir l'efficacité. On a une espèce de spray, et on pulvérise sous la langue ce produit, et l'action est immédiate. Il faut même faire attention, parce que la tension baisse, ça dilate les veines, et les gens peuvent faire des malaises. Voilà. Et c'est aussi un test thérapeutique, parce qu'il y a des gens à qui ça va donner tellement mal de tête qu'ils ne pourront pas le supporter, et en général, ceux qui ont le plus mal de tête, c'est qu'ils ne sont pas malades du cœur. Voilà, donc vous voyez, la thérapeutique cardiologique, c'est quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui évolue en permanence, sous l'influence donc d'un certain nombre de paramètres, mais le progrès qui a été fait en trentaine d'années est colossal. Il est colossal parce que la place des médicaments, elle a été réintégrée dans une attitude plus large, qui est dominée par une approche rationnelle.
C'est-à-dire qu'on ne se contente pas simplement de donner des petites pilules, il faut bien envisager quelle est la cible. La cible en fréquence, c'est souvent la maladie athéromateuse, mais ça peut être autre chose. Et en l'abordant de manière rationnelle, on arrive à donner aux gens non seulement le soulagement, mais la perspective de vivre mieux et plus longtemps. Je vous remercie de votre attention.